Merci aux journalistes qui ont répondu à notre invitation. Donc, nous allons expliquer aujourd'hui pourquoi Civitas est devenu officiellement un parti politique, quelle va être sa stratégie, ses structures, ses orientations politiques. Premier préambule, bien sûr, c'est que si nous avons pris cette décision, c'est parce que nous considérons depuis longtemps que les catholiques sont des orphelins politiques. C'est un constat que nous faisons depuis plusieurs années. Nous espérions que le fait de le souligner depuis quelques ans allait faire comprendre à quelques personnalités politiques qu'il était important de se soucier des catholiques, que cet électorat n'était pas secondaire, que leur représentation sociologique était suffisante pour mériter un peu d'estime. Hélas, au contraire, nous avons constaté que d'année en année, le mépris à l'égard des catholiques s'est répandu de plus en plus dans la classe politique, malgré le fait que ces dernières semaines, on a vu notamment en ce qui concerne le début de campagne des primaires des Républicains, qu'au 15 août, tous se sont sentis étonnamment appelés par la messe, par les pèlerinages, par le site de Lourdes. C'est extraordinaire comme des Alain Juppé, des Fillon, des Sarkozy, tout d'un coup ont trouvé une part d'âme catholique au fond d'eux-mêmes. C'est donc que cette réalité d'un électorat catholique, ils en ont quand même, au fond, bien conscience. Alors, dans l'esprit, bien sûr, nous sommes donc très différents de ce qu'est un parti politique. Nous sommes différents dans le sens où nous nous distinguons nettement de toutes les connotations de particratie et de compromission qui y sont généralement associées. Nous allons faire notre entrée sur l'échiquier politique, ce qui passe aussi par le fait de participer à des campagnes électorales, naturellement, mais nous allons le faire sans nous soucier de cette conception malsaine de l'électoralisme qui se traduit par un discours autocensuré, une logorrhée molle et consensuelle, un renoncement aux principes, tout cela pour mendier un pourcentage supplémentaire dans les sondages. Chez nous, n'attendez rien de cela. Il est hors de question que nous rampions pour être bien vus d'un système que nous détestons. Bien au contraire, nous allons mettre les pieds dans le plat, si vous me permettez l'expression, nous l'assumons. Civitas sera bien entendu une organisation politique catholique, pro-vie, pro-famille et foncièrement patriote. Mais Civitas incarnera également un message anti-système, en rupture complète avec la vision d'une république laïque, matérialiste et décadente, vassale du nouvel ordre mondial. Civitas s'adresse aux paysans, aux pêcheurs, aux artisans, aux petits commerçants, aux petites entreprises, aux ouvriers, aux employés, aux sans-dents, aux familles, aux patriotes. Civitas s'adresse à tous ceux qui veulent résister aux mondialistes, aux banksters, aux multinationales, à la gauche internationaliste et apatride, à la droite cosmopolite dont les seules valeurs sont boursières, aux lobbies interlopes, aux promoteurs du vice, aux forces occultes, aux représentants de la haute finance vagabonde et aux tenants de la haine de Dieu, de la patrie et de la famille. Civitas ne se contentera pas de présenter pour programme une succession de quelques slogans simplistes. J'ai d'ores et déjà fait appel à différentes personnalités, dont plusieurs sont autour de moi aujourd'hui, qui chacune dans son domaine de compétences présenteront ultérieurement des mesures détaillées pour restaurer la France et servir le bien commun. Nous n'allons pas réduire notre propos à pointer du doigt ce qui va mal. Nous allons démontrer notre capacité
à apparaître comme une véritable force de proposition de bon sens. Civitas veut aussi incarner le catholicisme social et politique. Le catholicisme social est la troisième voie entre le socialisme et le capitalisme. Nous voulons replacer Dieu au centre de la société, réintroduire la moralité dans la vie publique et l'organisation de la France. Le catholicisme social permettra de sortir de l'impasse du matérialisme qui réduit nos contemporains à des consommateurs nomades. Nous allons prôner le rétablissement des corporations professionnelles qui sont le socle de ce catholicisme social et sur lequel il faut compter pour sortir de la lutte des classes. Nous allons réinvestir dans la France rurale et y redévelopper l'emploi local, se libérer des multinationales et du matérialisme passe par réinvestir cette France rurale. Nous voulons moraliser la société. Être catholique social et moraliser la société, ça signifie par exemple réguler les marchés pour imposer un juste prix, combattre la spéculation et l'usure, promouvoir la propriété d'un logement familial en milieu rural. Nous allons être en porte-à-faux avec l'essentiel de la classe politique, si pas toute la classe politique, et nous l'assumons. Quant aux échéances électorales, a priori, bien sûr, Civitas n'envisage pas de présenter une candidature à l'élection présidentielle. Je dis a priori parce que nous n'excluons rien en fonction de l'évolution du contexte, mais Civitas, dans tous les cas, fera bien entendre sa voix durant la campagne électorale de l'année 2017. Au niveau des autres prochaines échéances électorales, les législatives de juin 2017, les européennes en 2019, les municipales en 2020, nous y participerons et nous entamerons des pourparlers avec différents partenaires potentiels afin de faire entendre cette voix du pays réel que nous voulons représenter. Au niveau des structures et des campagnes, dans les prochaines heures, Civitas va s'organiser sur base de fédérations régionales, elles-mêmes subdivisées en sections locales, communales. Il faut un vrai travail de terrain, aller à la rencontre du pays réel, ce que la classe politique ne fait plus, aller dans les campagnes, aller rencontrer cette France qui travaille, aller rencontrer ces paysans qui souffrent, aller rencontrer cette France rurale déshéritée. Nous allons mettre en place des réunions publiques, des distributions de tracts, des collages d'affiches. Tout cela sans oublier un travail de formation de nos militants pour en faire des responsables compétents pour aller à la rencontre de cette France profonde. Le week-end dernier déjà, la nouvelle fédération Île-de-France de Civitas, dirigée par Thierry Bouzard, ici présent, qui est à droite debout et qui pourra répondre à quelques questions si nécessaire, a montré l'exemple en allant à la rencontre des habitants de Forges-les-Bains avec un tract soutenant la demande locale d'un référendum sur le camp des migrants qu'on veut leur imposer. Les premières conclusions que l'on peut tirer de ce premier tractage à Forges-les-Bains, c'est que cela correspond à une attente, que ce pays réel était extraordinairement bien disposé à l'égard de ces tracts, dont vous avez ici des copies que je vous invite à prendre si nécessaire. Ce qui est intéressant, c'est ce ras-le-bol exprimé par les habitants de Forges-les-Bains. Cette facilité avec laquelle ils ont été à la rencontre de nos militants et avec laquelle ils ont exprimé
leur écœurement par rapport à la trahison des politiciens locaux, leur écœurement par rapport à la façon dont la République et la préfecture imposent de façon totalement totalitaire cette présence massive de camps d'immigrés, y compris jusque dans des petites localités comme Forges-les-Bains. Alors notons au passage que la fermeté des habitants de Cisco en Corse et de Forges-les-Bains en Essonne est porteuse de résultats, puisqu'on a appris ces jours-ci qu'il a été décidé en haut lieu d'écarter dans la répartition des 12 000 migrants de Calais les régions Île-de-France, je cite, particulièrement tendues sur la question de l'hébergement, SIC, c'est dans le document du ministère de l'Intérieur adressé au préfet, et donc écarter les régions Île-de-France et de Corse de cette répartition des 12 000 migrants de Calais. Ça signifie, et c'est important, que lorsque on se fait entendre, lorsqu'une voix de résistance locale du pays réel s'exprime, eh bien, le pouvoir, finalement, a rapidement peur. Qu'il sait bien qu'au fond de lui-même, ce pays réel est prêt à se révolter par rapport à ce qu'on lui impose. Et qu'au final, eh bien, cette résistance paye, et que par contre, ceux qui sont restés quoi, ceux qui ont eu peur, ceux qui n'ont pas pris la parole, eh bien ceux-là vont écoper du quota d'immigrés des communes qui ont résisté. C'est la loi de la jungle. Par ailleurs, 2 campagnes nationales débutent dans les prochains jours. L'une est intitulée « Terrorisme, immigration de grands remplacements, les responsables sont au gouvernement ». Nous voulons absolument souligner à quel point on nous trompe en permanence dans le traitement de l'information à propos de cette immigration, à propos aussi du terrorisme, à quel point, finalement, il faut quand même en être conscient, ces terroristes ne sont pas arrivés tout seuls un beau matin sans qu'on leur prépare le terrain, et nous rappelons cette fameuse phrase de Laurent Fabius, « Sur le terrain, ils, parlant d'Al-Nosra, font du bon boulot », disait le ministre des Affaires étrangères en décembre 2012. Eh bien oui, les responsables sont au gouvernement. L'autre campagne que nous allons lancer dans les tout prochains jours est intitulée « Les banksters pillent votre épargne, Civitas vous défend ». Il s'agit là encore de dénoncer la façon dont le pouvoir est associé aux banques, aux multinationales, pour écraser ce pays réel. Ces 2 premières campagnes nationales sont composées de tracts, d'affiches, d'autocollants qui vont être utilisés dans les prochains jours à travers toute la France. Je veux maintenant prendre le temps de vous présenter les conseillers, les consultants de Civitas. Civitas a fait appel à différentes personnalités pour constituer un ensemble de conseillers. Ces conseillers ont un rôle de consultants dans leur domaine de compétences respectifs. Ils participent à la rédaction du programme de Civitas, organisent des commissions de réflexion et émettent des propositions. Ils conservent leur indépendance. Tous les propos de Civitas ne les engagent pas, de même que tous leurs propos n'engagent pas Civitas. Par contre, ils reconnaissent tous la nécessité de restaurer une France catholique. Ces premiers conseillers sont l'association Terre et Famille, présidée par Stéphanie Bignon. Elle n'est malheureusement pas ici aujourd'hui. Cette association sera conseillère pour la revalorisation de la France rurale,
de la paysannerie, de l'artisanat et du petit commerce. À ma droite, Anne Brassier, journaliste, critique littéraire, écrivain. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la littérature et à de grands auteurs. Elle est aussi l'auteur de 1500 entretiens littéraires dans le cadre de son activité de journaliste. Elle sera conseillère de Civitas pour les domaines relevant de la culture. Valérie Bugeaud, qui est en bout de table, docteur en droit, ancienne avocate fiscaliste, actuellement analyste de géopolitique économique, financière et monétaire, sera conseillère de Civitas pour les questions économiques, financières et monétaires. Claire Colombi, à ma gauche, Master 2 en histoire économique et sociale médiévale, sera conseillère de Civitas pour la revalorisation de l'enseignement de l'histoire, le rétablissement des corporations et la protection de l'enfance. Claude Meunier-Berthelot, juriste de formation, elle a fait toute sa carrière dans l'éducation nationale. Elle est l'auteur de 3 livres, Le trompe-l'œil de l'éducation, Comprendre la refondation de l'école en 25 leçons, et C'est l'identité française qu'on assassine. Elle sera conseillère de Civitas en matière d'enseignement. Marion Sigaud, historienne et écrivain, spécialiste du XVIIIe siècle. Elle est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages, 16 aujourd'hui, puisqu'on peut présenter son tout dernier livre. Elle sera conseillère de Civitas pour la revalorisation de l'enseignement de l'histoire et pour la protection de l'enfance. Jean-Pierre Dickès, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, médecin, président de l'Association catholique des infirmières et médecins, directeur de la revue médicale Cahiers Saint-Raphaël, responsable de missions humanitaires aux Philippines et écrivain, sera conseiller de Civitas pour les matières bioéthiques. Pierre Hillard, docteur en sciences politiques, ancien professeur en relations internationales, spécialiste de l'étude du mondialisme, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages dont je citerai Minorité et régionalisme dans l'Europe fédérale des régions, La décomposition des nations européennes, La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, la fondation Bertelsmann et la gouvernance mondiale, et enfin Chronique du mondialisme. Il sera conseiller géopolitique de Civitas. Youssef Indy, écrivain, historien, géopolitologue, il travaille en collaboration avec l'Académie de géopolitique de Paris, spécialisé dans la recherche historique des origines et de l'influence des idéologies modernes. Il analyse la géopolitique sur la longue durée au travers de l'influence qu'exercent sur celle-ci les courants idéologiques. Il est l'auteur de 2 ouvrages, Occident et Islam, source et genèse messianique du sionisme de l'Europe médiévale au choc des civilisations, et les mythes fondateurs du choc des civilisations. Il sera conseiller géopolitique et stratégique pour Civitas. Enfin, Jean-Michel Vernochet, ancien journaliste au Figaro Magazine, écrivain, membre de l'Académie de géopolitique de Paris, il sera conseiller de Civitas en relations internationales et diplomatie. Civitas appelle bien sûr d'autres spécialistes à rejoindre ses équipes de conseillers. Ce sera le cas dans les prochains jours et les prochaines semaines. Alors, je veux vous donner un avant-goût aussi des orientations. Le programme de Civitas, en réalité, nous allons en détail vous le présenter au gré d'une succession de conférences de presse qui seront à chaque fois monothématiques, de façon à ce que chacun de ces conseillers puisse exprimer jusque dans les détails les modalités de ce que nous pensons être nécessaire pour restaurer la France dans les différents domaines. Nous allons de la sorte montrer que nous ne sommes pas dans le superficiel, que les gens qui ont été choisis pour conseiller Civitas
eh bien, connaissent leur dossier, sont compétents et vont faire des propositions très concrètes. Mais je veux quand même, bien sûr, vous donner les grandes orientations. À travers environ 25-30 mesures, les premières que je vais vous livrer, qui vous donneront tout de suite l'idée du caractère de rupture que nous allons proposer. Ils ne seront pas présentés dans un ordre de priorité. Ils sont exposés dans un relatif désordre, mais de façon à ce que dans différents domaines, les Français puissent mesurer à quel point nous allons être différents des autres formations politiques. Alors, premier point, abrogation de la loi de séparation des églises et de l'État et rétablissement du catholicisme comme religion d'État. Cette rupture que nous voulons radicale avec la laïcité, qu'elle soit bien comprise, parce qu'aujourd'hui, dans l'opinion publique et dans les médias, beaucoup ne sont plus suffisamment formés au fait de la réalité de ces questions pour comprendre toutes les nuances qu'elles impliquent. Lorsque la France était catholique, ça ne signifiait pas que le pouvoir imposait à tous les Français d'être catholiques. Qu'on se comprenne bien. Lorsque la France avait choisi la religion catholique comme religion d'État, cela ne voulait pas dire que les autres croyances étaient interdites en France. Mais cela veut dire que, dans les faits, oui, il y a une différence de traitement entre les religions que nous voulons établir et que nous voulons remonter aux racines de la France, cette France dont le baptême de Clovis est un moment essentiel, fondateur, et nous voulons donc rétablir ce lien prépondérant entre l'État français et la religion catholique. Deuxième mesure, abrogation de la loi Taubira avec clause de rétroactivité pour l'annulation des mariages, des 10 mariages homosexuels et de tous leurs effets. Troisième point, abrogation de la loi Veil et interdiction de l'avortement en conséquence. Quatrième point, abrogation de la loi Guesso et de tous ces corollaires qui tentent à museler la parole. Cinquième point, interdiction de la procréation médicalement assistée et de la gestation pour autrui. Sixième point, concernant les sociétés secrètes. Dans un premier temps, et sous peine d'interdiction d'exercice de la fonction, obligation à rendre publique l'adhésion à la franc-maçonnerie ou à toute autre société secrète dans les cas suivants: élus politiques, candidats aux élections, magistrats, fonctionnaires et journalistes. Dans un second temps, interdiction de la franc-maçonnerie et de toutes les sociétés secrètes entraînant l'interdiction d'adhérer ou de fréquenter une société secrète. Point suivant. Suppression de tous les avantages fiscaux accordés aux partis politiques. Point suivant. Suppression de toutes les subventions à la presse. Si la presse a des lecteurs, elle doit pouvoir en vivre. Si la presse ne trouve pas de lecteurs, c'est qu'elle mérite d'être sanctionnée. Ce n'est pas à l'État ni aux contribuables à la faire vivre artificiellement. Point suivant, suppression du financement public des centrales syndicales. Il n'y a pas de raison que ce soit le contribuable qui paye les centrales syndicales. Point suivant, suppression à tous les échelons de l'État
et des collectivités territoriales et locales des subventions accordées aux associations, hormis celles dont l'objet exclusif est la recherche médicale, la préservation du patrimoine, l'activité sportive, l'aide au troisième âge, aux enfants défavorisés, aux personnes handicapées, aux anciens combattants, aux victimes de guerre, d'attentats, de la criminalité ou des catastrophes naturelles. Cette liste n'est pas nécessairement exhaustive, mais nous voulons par là mettre fin aux subventions des innombrables associations parasites qui mènent des activités de subversion en France avec l'argent du contribuable français. De même, suppression de tous les avantages fiscaux accordés à ces mêmes associations, hormis les seules véritables associations d'intérêt général dont nous avons cité les principales activités. Point suivant. Interdiction dans toutes les écoles et universités d'activités menées par des organisations communautaires et des lobbies. Là encore, nous refusons que des lobbies s'emparent de nos enfants pour les manipuler sans le consentement des parents, tout simplement parce que la République veut modifier les normes en matière sociétale. Point suivant. Abrogation de tous les protocoles signés entre l'État ou l'un de ses ministères et des associations de type communautariste, LGBT, CRIF, LICRA, etc. Il n'y a pas de raison que ces associations puissent obtenir un rôle privilégié aux yeux de l'État. Point suivant, rétablissement des corporations professionnelles. C'est le socle de ce catholicisme social qui doit être les bases demain d'un État nouveau qui réoffre au pays réel la véritable liberté hors de ce socialisme et de ce libéralisme. Point suivant, la simplification majeure des obligations administratives des paysans, des artisans, des commerçants, des professions libérales et des petites entreprises, trop souvent étranglées, accaparées par cet État et par toutes ces charges administratives extrêmement contraignantes. Point suivant, suppression des droits successoriaux. Il est absolument scandaleux que pour les héritiers en ligne directe, ils soient amenés à, en quelques générations, payer une seconde fois chaque bien acquis par une famille. Point suivant, arrêt de toute immigration d'origine extra-européenne. Il va de soi qu'il est grand temps de mettre fin à cette immigration de grand remplacement qui est organisée, et je dis bien organisée. On a vu il y a quelques jours des documents rendus publics par Wikileaks montrant notamment le rôle d'un financier, d'un milliardaire cosmopolite, George Soros, pour accentuer ce processus d'immigration en Europe. Il faut mettre fin à cela. Il faut libérer le continent européen de cette pression qui vise à déstabiliser notre continent. Point suivant, organisation de la rémigration de tous ces immigrés arrivés au cours des 2 dernières années à travers de soi-disant campagnes destinées à accueillir des gens fuyant la guerre. Que les choses soient claires, l'Europe a connu la guerre. L'Europe a connu la guerre, elle a connu l'exode. Mais lorsque l'Europe a connu la guerre et l'exode, les jeunes hommes de 20 ans ne fuyaient pas à l'autre bout du monde en abandonnant leur famille. Les femmes et les enfants étaient mis à l'abri, et les hommes, eux, remplissaient leurs devoirs.
lorsqu'ils étaient en âge de le faire. Ce que nous voyons aujourd'hui arriver ici en Europe, c'est une masse incalculable de jeunes hommes, vigoureux, en bonne santé, en âge de combattre, s'ils étaient des patriotes, qui arrivent ici seuls, sans femme, sans enfants, sans parents. Ils ont abandonné leur famille. Ils les ont abandonnés alors qu'ils se prétendent victimes de pays en guerre. Imagine-t-on qu'un jeune homme, un jeune père de famille, décent, patriote, abandonnerait sa femme et ses enfants si la situation était celle de la guerre? Nos parents, nos grands-parents ne l'ont pas fait. Nous n'attendons pas d'être leurrés encore et encore à ce sujet, et nous voulons donc très clairement organiser la rémigration de tous ceux qui sont arrivés ici sous de fallacieux prétextes. De même que dans une phase suivante, il faut organiser la rémigration de tous ceux qui, aujourd'hui, vivent au crochet de la France et des Français. La France vit des situations difficiles. L'emploi des Français n'est absolument pas garanti. Il suffit de s'apercevoir combien de Français sont au chômage. Il n'est donc pas acceptable que la France continue d'accueillir, de payer, de loger des immigrés qui ne travaillent pas en France et n'ont visiblement pas soit les qualifications pour le faire, soit la volonté de le faire. Autre mesure, remplacement du droit du sol par le droit du sang. Également autre mesure, instauration de la préférence nationale en matière de répartition des logements sociaux, de l'emploi et de bien d'autres éléments. Instauration aussi de la règle de préférence nationale dans tout ce qui relève de la consommation par l'État, par les collectivités territoriales et locales et de tout ce qui en dépend. Nous voulons que les écoles françaises, les écoles de la République, les collectivités locales, les collectivités territoriales, l'État, à chaque fois qu'ils doivent s'occuper de cantines, fassent travailler d'abord et avant tout les paysans français qui souffrent, qui ont du mal à survivre dans cette situation. Qu'on cesse d'aller acheter des produits exotiques ou américains lorsque l'on peut consommer français. Enfin, je veux, dans un dernier avant-goût, donner la parole à Pierre Hilard pour quelques autres mesures significatives. Oui, quelques mesures ou quelques rappels pour montrer que l'objectif aussi de Civitas, c'est de former les personnes curieuses, donc déjà il n'y en a pas beaucoup, et leur faire comprendre que ce que nous connaissons actuellement, ce n'est pas l'effet du hasard, c'est une politique ancienne, par exemple la construction européenne, officiellement mise en place pour ne plus revoir la guerre, a été préparée dès les années 1945 par les dirigeants américains. Vous avez en particulier un universitaire américain, Joshua Paul, qui a prouvé, grâce à des archives déclassifiées de la CIA, que des personnages comme Joseph Ratzinger, qui est encore plus important que Jean Monnet, comme Paul-Henri Spaak, comme Schuman, étaient financés par les Américains. Il faut bien comprendre que la construction européenne n'est pas une finalité, mais une étape vers la gouvernance mondiale. Alors vont-ils réussir? À mon avis, ils vont échouer à un moment donné, cette tour de Babel va s'écrouler. Mais avant, il faut connaître les véritables acteurs et comprendre que nos dirigeants politiques sont, les dirigeants occidentaux, et les Français en particulier, sont acquis à la cause atlantiste. Et on peut, par exemple, citer
cette organisation ô combien officielle, qui est la French American Foundation, la fondation franco-américaine, créée dans les années 70 par Giscard d'Estaing et Gerald Ford, président des États-Unis, et qui est actuellement chapeautée par un personnage qui s'appelle Ezra Suleiman, et qui recrute des personnes, selon l'expression officielle, appelées à occuper des postes élevés, que ça soit dans le domaine politique, économique, journalistique, ce qui fait que, par exemple, vous avez parmi les journalistes un Laurent Geoffrin qui fait partie de la French American Foundation, mais aussi parmi les hommes politiques, des Alain Juppé, ou encore notre président de la République encore française, François Hollande. Donc c'est toujours intéressant de voir que ces personnes qui ont passé, si je puis dire, un examen pour devenir membres de la FAF, la French American Foundation, eh bien, ils ont montré patte blanche et donc fatalement, ils vont avoir une politique tendant au mondialisme, en tout cas favorable à la construction européenne, favorable au marché transatlantique qu'on tente de mettre en place, là aussi marché transatlantique qui officiellement a été annoncé par le président Obama en février 2013 lors d'un discours sur l'état de l'Union, mais la chose était archi-officielle, apparemment tout le monde est tombé des nues, puisque ces documents en faveur du marché transatlantique sont tout simplement sur le site de la Commission européenne. La déclaration transatlantique de 1990, le nouvel agenda transatlantique de 1995, le partenariat économique transatlantique de 1998 sont sur le site de la Commission européenne. Marché transatlantique qui a été en fait lancé à l'origine par les Américains dès 1939, avec un certain Clarence Streit, en liaison avec William Donovan, qui allait devenir, durant la Seconde Guerre mondiale, le patron des services secrets, l'OSS, futur CIA. Et donc, on voit que c'est un projet de très longue haleine, et nos dirigeants français, allemands, etc., et italiens, jouent un rôle éminemment important. Et l'objectif, c'est une gouvernance mondiale avec volonté de dissoudre les peuples, de déraciner, c'est l'élément clé, les peuples européens, destruction de la famille, la cellule classique, immigration. Et il est bon de rappeler que tout ce qui se met en place, je pense au quinquennat de François Hollande, il a quand même réussi à faire passer de 22 à 13 régions. Là aussi, ça rentre dans cette volonté de créer l'Europe des régions, avec une Europe des États européens qui se fragmentent. Il suffit de regarder ce qui se passe en Espagne avec la Catalogne, la Flandre, en Belgique, en Écosse, ou bien la création de ce qu'on appelle les fameuses euro-régions, qui sont finalement les futurs départements de l'Union européenne. Et il est intéressant de voir qu'un institut européen comme l'ARF, l'Association des régions frontalières européennes, dont un de ses présidents dans les années 80 s'appelait Wolfgang Schäuble, l'actuel ministre des Finances du gouvernement Merkel, a pour objectif de transformer les frontières d'État en frontières administratives. C'est le texte officiel. Et l'objectif, c'est de créer ensuite des euro-régions, c'est-à-dire des régions de part et d'autre des frontières devenues fictives, administratives. Par exemple, c'est le cas de Alsace-Pays-de-Bade, qui peu à peu émerge et échappe à l'autorité étatique française et allemande pour former un sort de gros département au niveau de l'Union européenne. Et ces euro-régions vont de pair avec la création d'un marché transatlantique, car évidemment, pour les multinationales, il est toujours plus intéressant de s'adresser directement à la région sans passer par les États français, italiens, espagnols. Il est bon de rappeler aussi, il faut une véritable formation, que vous avez ce qu'on appelle le prix Charlemagne. Le prix Charlemagne, qui est la plus haute distinction donnée aux personnes œuvrant en faveur de la construction européenne, et le premier à l'avoir reçu en 1950, c'est quand même Richard de Coudenhove-Kalergi, le fondateur de la Pan-Europe, qui déjà dans un ouvrage de 1925, qui est disponible en français et en allemand, littéralement en français c'est idéalisme pratique, Praktischer Idealismus, appelait à la mise en place d'une Europe à la population bigarrée. Je crois que l'expression qu'il utilise c'est négroïdo-eurasienne, l'expression officielle. Donc c'est très intéressant de voir que c'est un programme de très longue haleine. Prix Charlemagne, je rappelle, donné aux personnes œuvrant en faveur de la construction européenne. Alors, le reçu Angela Merkel, Winston Churchill, Valéry Giscard d'Estaing, Juan Carlos. Mais, chose très intéressante, et ça montre que cette construction européenne est vraiment inféodée aux intérêts américains, vous avez quand même le président Bill Clinton qui a reçu le prix Charlemagne en 2000. Et il est très intéressant de voir que dans son discours de remerciement, il rend hommage à la régionalisation de l'Europe. Évidemment, ce n'est pas pour défendre le béret basque ou les costumes régionaux de Bretagne, par exemple. C'est parce que tout simplement, là aussi, les multinationales ont tout intérêt à s'adresser aux régions de plus en plus
technocratique, avec ces fameuses eurorégions. Je rappelle aussi qu'en 1988, le prix Charlemagne a été donné à Henry Kissinger. C'est quand même révélateur, et pour ceux qui voudraient vérifier, vous allez sur le site www.karlsprice.de et vous aurez les noms et les discours. Donc l'intérêt de Civitas, c'est de donner l'information non pas complotiste. C'est ça qui est terrible, dès qu'on commence à sortir certaines informations, on est traité de tous les noms, simplement d'informations officielles. Il faut toujours s'appuyer sur des documents officiels, mais qui sont discrets, ou en tout cas qui ne sont pas annoncés au journal de 20 heures. L'exemple de la construction du marché transatlantique révélateur, il a fallu attendre 2013 pour que la chose soit officielle, alors que c'était annoncé depuis déjà 1939, mais déjà, en fait, depuis la chute du mur de Berlin. Donc un effort d'information, un peu comme un médecin légiste qui voit les faits et qui fait un compte rendu. On aime, on n'aime pas, mais c'est comme ça. J'ajoute que l'objectif aussi, c'est d'alerter, en plus des intégrations des États, de la construction européenne, de la gouvernance mondiale, qu'il y a une accélération extraordinaire, et les médias officiels vont sûrement en parler énormément, en faire des émissions abondantes. C'est qu'à la fin du mois, 30 septembre, 1er octobre, vous avez, dans le cas du FMI, la mise en place d'un panier de monnaies. Alors pour le moment, vous avez le dollar, le yen, la livre sterling et l'euro, et vous avez une cinquième monnaie qui rentre, qui est le yuan. Et l'objectif, à partir de ce panier de 5 monnaies, c'est de préparer la mise en place d'une monnaie mondiale dans le cas des DTS, littéralement les droits de tirage spéciaux qui ont été lancés en 1969, donc là aussi ça remonte un peu, et qui sont, si je puis dire, ces DTS, le préambule, le début pour favoriser une monnaie mondiale qui a été annoncée là aussi de la manière la plus officielle possible au mois de janvier 1988, par la revue The Economist, donc porte-parole de la City. Et vous pouvez trouver la couverture de la revue et l'article qui va avec sur Internet, en particulier en voyant sur cette couverture 3 monnaies, dollar, yen et mark, qui brûlent et des cendres, naissent un oiseau, le phénix, le nom de cette monnaie mondiale selon The Economist, mais peu importe le nom. Après tout, Keynes, en 1944, dans Bretton Woods, proposait le nom d'une monnaie mondiale qui s'appelait le Bancor, terme qui a été repris par le FMI dans un rapport, je crois, d'avril 2010, par Strauss-Kahn pour mettre en place une monnaie mondiale. Et vu qu'il heurtait, à mon avis, à l'époque, les intérêts américains, il a eu quelques soucis après. Et le dernier élément qu'on pourrait citer, c'est qu'il faut à tout prix que l'autorité politique soit indépendante du pouvoir financier. Le pouvoir financier doit être entièrement, totalement, complètement soumis au pouvoir politique, et en particulier une chose qu'il faut impérativement abroger, c'est la loi de janvier 1973, la loi Pompidou-Rothschild, qui soumet l'État aux banques privées, moyennant des intérêts prohibitifs pour tout ce qui est infrastructure, construction de routes, hôpitaux, etc., qui fait que l'État français est endetté jusqu'à plus soif. Donc c'est un élément clé à faire. Je rappelle cet élément, je citais Richard de Punander-Kalergi avec la fameuse Pan-Europe. La Pan-Europe, je rappelle, qui a joué un très grand rôle dans la création, dans l'élaboration de tous les textes en faveur de la Convention 4 pour la protection des minorités ou la Charte européenne des langues régionales. Je rappelle qu'en 1966, il y avait un congrès pan-européen sous l'égide de Otto de Habsbourg, et un des invités d'honneur, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Et ce personnage a évoqué, durant ce congrès de 1966, la volonté de mettre en place une monnaie européenne. Donc c'est très intéressant de voir que tout ce qu'on connaît aujourd'hui n'est que la conséquence d'un très long travail de sape, et tout ce que je vous raconte, c'est archi-officiel. Si les personnes veulent vérifier, ils lisent les travaux de cette universitaire française, Anne-Marie Saint-Gilles, sur la Pan-Europe. C'est très factuel et parfaitement référencé. Donc voilà, il y a du pain sur la planche parce qu'il y a une ignorance crasse et qu'il y a aussi malheureusement deux choses, un manque de curiosité de la plupart des personnes et malheureusement aussi de la part des médias officiels, une incapacité, on ne sait pas pourquoi,
à diffuser les véritables informations dérangeantes. J'entends de voir au journal de 20h un journaliste dire que François Hollande a été recruté dans le cadre de la fondation franco-américaine, la FAF, au même titre qu'Alain Juppé, ou la directrice de cabinet quand Sarkozy était président, Emmanuel Mignon. Voilà. Donc c'est très intéressant de voir que peu importe l'équipe politique au pouvoir, PS ou républicain, eh bien cette fondation franco-américaine, qui est soutenue évidemment par tous les multinationales, a son locataire, ou en tout cas ses représentants à l'Élysée, à Bercy, etc. Donc il y a du travail pour alerter et prévenir les patriotes français. Alors, deux derniers points que je vous présenterai de cet avant-goût de programme, et qui correspondent à ces propos de Pierre Hilard sur l'indépendance que la France doit retrouver. Eh bien, c'est bien sûr la sortie de l'organisation militaire intégrée de l'OTAN, et c'est aussi le Frexit. Alors, que l'on comprenne bien, si nous avons choisi cette trentaine de mesures, ce n'est pas parce qu'elles sont les seules auxquelles nous songeons, loin de là. Il n'y a pas de notre part de volonté non plus d'oublier toute une série d'autres mesures que nous présenterons dans les prochains jours, que les gens qui nous écoutent ou nous regardent à travers les reportages qui sont faits de cette conférence de presse sachent bien que dans les prochains jours et les prochaines semaines, nous allons être beaucoup plus complets dans tous les domaines. Vous avez vu l'éventail de compétences rassemblées aujourd'hui pour cette conférence de presse, l'éventail de domaines qui vont être traités à travers les gens qui sont autour de moi. Donc attendez-vous dans les prochaines semaines à beaucoup d'autres mesures qui toutes seront en véritable rupture avec le système actuel. Alors encore un appel, je veux m'adresser à ceux qui verront les images de cette conférence de presse. Nous avons besoin de chacun d'entre vous, les chantiers sont nombreux, il faut étoffer les commissions qui travaillent à la rédaction du programme dans les différents domaines, économie, finances, questions sociales, réforme des institutions, justice, instruction nationale, famille, santé, bioéthique, défense, géopolitique, culture, etc. Il nous faut des compétences en matière de communication, il nous faut des volontaires pour rapidement mettre en place cette implantation territoriale de Civitas jusque dans les plus petits de nos villages. Il nous faut des militants pour assurer la visibilité de Civitas. Il nous faut des bonnes volontés pour tout ce qui relève de la logistique, l'organisation d'événements, les services d'accueil, de sécurité. Nous recherchons aussi des locaux qui pourraient être mis à disposition de Civitas, occasionnellement pour des réunions ou plus régulièrement pour des permanences ou du stockage de matériel. Il nous faut bien évidemment des moyens financiers, ce qui passe par la générosité de ceux qui le peuvent et qui attendaient une autre politique, celle du pays réel. Eh bien, il y aura une grande campagne d'adhésion ainsi que d'abonnement qui va démarrer dans les prochains jours. Enfin, nous avons besoin, bien sûr, de vos prières, nous sommes catholiques, pour que cette entreprise mérite les grâces indispensables à l'accomplissement de cette mission. Alors, j'imagine que tout ce que je viens de dire suscitera la moquerie et l'ironie de certains. Et pourtant, il suffit de regarder hors de France pour s'apercevoir que mes propos ne sont pas fantaisistes. En Suisse, le parler vrai d'Oskar Freisinger, que j'ai rencontré il y a quelques jours, l'a bien conduit au pouvoir dans le Valais, où il est conseiller d'État, c'est-à-dire rang de ministre chez nous, tandis que son parti, l'UDC, est devenu premier parti de Suisse. Ce parler vrai, c'est bien ce que l'opinion publique attend, et c'est ce que nous allons lui proposer. En Allemagne, le vote patriote a adressé il y a quelques jours un camouflet au pouvoir en place. C'est déjà un signe. En Hongrie, en Pologne, en Slovaquie, en Tchéquie, la référence au christianisme, couplée
à la référence au patriotisme s'est désormais imposé naturellement dans les assemblées politiques. Que ceux qui rient, se moquent ou ironisent aujourd'hui de ce que nous allons proposer réfléchissent bien sur ce que ce pays réel pourrait bien apporter comme camouflet aux moqueurs, demain ou après-demain, parce que c'est ce que ce pays réel attend, nous en sommes persuadés. Alors maintenant, nous sommes toutes et tous à votre disposition pour toutes les questions. N'hésitez pas, dans les différents domaines de compétences des uns et des autres, ou bien au niveau de la stratégie de Civitas, nous sommes à votre disposition. Oui, monsieur. Bonjour, Marc Devenny du Figaro. En 2017, Jean-Marie Le Pen a proposé de soutenir des candidats financièrement et en apportant de son nom. Est-ce que Civitas pourrait faire partie de ces candidats ? Écoutez, nous entamerons des pourparlers dans les prochains jours avec toute une série d'interlocuteurs politiques et nous n'avons aucun tabou. Je ne vous dirai pas oui ou non aujourd'hui. Nous verrons bien. Jean-Marie Le Pen est un ami que je rencontre de temps en temps. Mais dans tous les cas, je tiens à dire que nous n'avons aucun tabou. Ça, c'est certainement ce que nous voulons marteler. Est-ce que vous comptez changer la Constitution ? Il y a un certain nombre des mesures que vous avez proposées qui aujourd'hui apparaissent inconstitutionnelles. Ah mais naturellement, ça va sans dire. Lorsque, dès le premier point, je parle de la suppression des lois de 1905 de séparation de l'Église et de l'État, et le rétablissement du catholicisme comme religion d'État, ça signifie que je veux l'inscrire dans la Constitution, naturellement, bien sûr. De la même façon que Civitas veut inscrire dans la Constitution que le mariage est nécessairement l'union d'un homme et d'une femme. Puisque désormais, même ce genre d'élément le plus normal et le plus naturel doit être rappelé. Ça évoluerait vers un régime présidentiel renforcé, un régime plus parlementaire? Eh bien, cela, nous allons l'évoquer beaucoup plus en détail dans les prochaines conférences de presse. Nous allons vraiment établir dans le détail tout ce qu'implique la réforme de l'État et de ses institutions que nous préconisons. Suzanne Krause de la radio allemande. Est-ce que vous pourrez peut-être me donner une image très concrète de la France de laquelle vous rêvez? La France dont nous rêvons, c'est une France libre. C'est une France qui a retrouvé sa souveraineté, qui ne va chercher ses ordres ni aux États-Unis, ni en Israël, ni en Arabie Saoudite, ni au Qatar, ni ailleurs. C'est une France dont les dirigeants seraient sincèrement soucieux du bien commun, seraient foncièrement attachés à leur peuple et auraient pour souci de s'occuper d'abord des Français. C'est une France dans laquelle les sans-grades ne seraient pas abandonnés. C'est une France qui ne serait pas livrée aux multinationales. C'est une France où les petits, les humbles retrouveraient leur place. C'est une France où la ruralité serait remise à l'honneur et où les petits métiers retrouveraient toute leur place, ce qui éviterait que des cohortes se pressent devant les bureaux de chômage. C'est un peu tout cela, la France que nous préconisons. Ce n'est pas la France du passé, c'est une autre France, fière de son passé. Ah, bien entendu, il y aura dans les prochaines semaines et les prochains mois toute une série de conférences que vous pouvez appeler meetings, réunions publiques, de toutes les façons, aussi bien dans des petites localités que dans des grandes villes, à la fois soit organisées par Civitas, soit à l'invitation d'autres mouvements. Donc il va de soi que nous allons
sillonner la France, que nous allons organiser un véritable Tour de France, et que chacune des personnes autour de la table sera amenée dans son domaine à aller expliquer quelles sont ces mesures qui doivent aider à relever la France. Oui ? Excusez-moi rapidement, vous avez évoqué plusieurs fois des possibilités de dialogue avec d'autres formations, organisations. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée de quels sont les partenaires auxquels vous voudriez vous intéresser ? Alors, je ne vais pas vous donner une liste de mouvements ou de personnalités avec lesquelles nous allons prendre contact dans les prochains jours. Je pense que vous vous en apercevrez au gré des communications qui se feront et des apparitions de telle ou telle personnalité évoquant l'activité de Civitas dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Je veux simplement dire que, d'une part, évidemment, lorsque nous présentons un avant-goût de ce programme avec les mesures que nous avons citées, ça signifie évidemment que nous ne sommes pas dans la mollesse et dans la négociation avec ceux qui veulent continuer à travailler à l'asservissement de la France. Nous ne sommes pas non plus en quête de continuer à travailler dans un contexte qui place la République maçonnique au-dessus de tout, comme si ces soi-disant valeurs de laïcité étaient intangibles. Donc cela évacue une série de personnages aussi. Nous allons, dans tous les cas, voir tout simplement quels sont ceux qui, dans le paysage politique, vont comprendre au gré des mois, en fonction je pense aussi, en fonction de la façon avec laquelle nous allons imposer notre visibilité dans la campagne. Parce que c'est ça aussi qui va peut-être déstabiliser certains personnages politiques, c'est qu'à partir du moment où nous serons là où est le peuple, à partir du moment où nous serons là où est le pays réel, eh bien, il faudra bien à un moment ou l'autre que certains commencent à compter avec nous. Voilà, donc nous sommes à votre disposition pour toute interview séparée, chacune et chacun. Bravo, monsieur Scala. Merci. Oui, ça défrise un peu. C'est le but. C'est le but. C'est un discours qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en France actuellement.